Est en Italie aujourd'hui. Donc, Marcello est professeur titulaire au département des littératures de langue française de l'Université de Montréal. Il développe une réflexion philosophique sur les enjeux des technologies numériques, qu'il s'agisse du concept de virtuel, d'identité numérique, des notions d'auteur et d'autorité, des formes de production, de légitimation et de circulation du savoir à l'époque du web. Qu'il s'agisse encore de la théorie de l'éditorialisation, dont il est d'ailleurs l'un des contributeurs les plus actifs. Marcello est l'auteur de nombreux articles et de nombreuses monographies et il exerce également une activité d'éditeur en tant que directeur de la revue Sens Public et co-directeur de la collection Parcours numérique aux presses de l'Université de Montréal. Donc, en tant que titulaire de la chaire de recherche du Canada sur les écritures numériques, il dirige plusieurs projets en humanité numérique, particulièrement dans le domaine de l'édition savante. Et son dernier ou prochain ouvrage, Éloge du bug, être libre à l'époque du numérique, paraîtra début mai aux éditions La Découverte dans la collection Zone. Sa communication aujourd'hui s'intitule toujours Ce que pense la matière et les formats. Donc, Marcello, la parole est à toi. Merci beaucoup, François. Merci à toutes et à tous d'être là. Désolé de ne pas être physiquement parmi vous. Merci beaucoup aux organisateurs et aux organisatrices de ce beau colloque dont j'ai pu suivre au moins les keynotes. Alors, rapidement, première chose, Margot Mellet, qui va parler plus tard et qui a organisé ce panel, me disait de dire que le titre du panel, en fait, est un peu réducteur parce qu'il y a plusieurs choses dont on va parler, pas seulement du futur des revues. Donc, on va parler d'archiver la littérature, par exemple, avec Emmanuel Lescoué. On va parler de stylo, qui est sans doute lié aux revues, mais pas seulement. On va parler des petites mains et donc on va proposer des réflexions un peu plus générales sur l'édition numérique. Et en ce qui me concerne, je vais essayer de faire un petit chapeau théorique à ce panel et vous proposer une réflexion sur, comme le dit mon titre, ce que pense la matière et les formats. En gros, avec mon titre, vous avez les résumés de ce que je vais dire. Donc, mais je vous les remets dans deux diapositives. Donc, après quoi, si vous voulez vous reposer et prendre votre temps pour digérer votre lunch, vous pouvez dormir tranquillement. Donc, la première chose, c'est que la matière pense. Alors, je voudrais souligner que quand je dis que la matière pense, je ne veux pas dire que la matière conditionne la pensée. Je veux dire que la matière est la pensée, que la pensée n'est que matière. Je suis un réductionniste total. Donc, je ne pense pas du tout qu'on puisse faire une division entre ce que pense la matière ou ce qu'induit à penser la matière et ce qui se penserait autrement. En d'autres termes, je ne pense pas qu'on puisse faire une différence entre moi je pense et puis ma Bien raison. pensée s'inscrit dans un Bien. contexte matériel. Allez. J'entends Gwen qui parle. Bon, très bien. Donc, je ne pense pas que on puisse séparer les deux. Et donc, si on veut aller dans un contexte un peu plus technique, je ne pense pas qu'on puisse séparer matière technique d'un côté et, disons, idée de l'autre côté. Donc, qui est quelque chose comme des idées qui s'incarnent ou des idées qui s'expriment dans un environnement technique particulier. Cette division ne tient pas. Les deux, il n'y a pas les deux. Il n'y a pas cette polarité-là. Donc, quand on parle par exemple de littérature et numérique, il me semble non approprié de essayer de voir comment l'environnement numérique conditionne la littérature, parce qu'il n'y a pas une division entre les deux. Ça, c'est le point central. La matière pense, c'est la matière qui pense, et peut-être même la distinction entre un nous et une matière de l'autre côté, ou un nous et une technique de l'autre côté, est fictive, ou bien plutôt les résultats d'un discours qu'une réalité ontologique. Euh, il n'est pas possible, en réalité, de parler d'un nous, des êtres humains devant une machine, par exemple.
Donc, par exemple, à mon sens, hein, tous les discours qui circulent un peu ces jours-ci sur les êtres humains et, par exemple, les LLM, les Large Language Models, et donc, par exemple, les agents conversationnels, c'est qui est écrit par un être humain, c'est qui est écrit par une machine. Je pense que c'est quelque chose qui ne tient pas et, en fait, qui masque quelque chose de plus, qui masque le fait que disons, dynamiques des convergences et des conjonctions entre plusieurs choses, des formats, des algorithmes, des discours, etc., bah, en fait, produisent la pensée bien avant les LLM. Ce n'est pas question pourquoi nous nous émerveillons du fait qu'un algorithme puisse produire une série de mots l'un après l'autre. Ce n'est pas ça vraiment le truc. Les machines et la technique pense avec nous, ou nous sommes une seule chose avec elle, même dans des contextes moins high-tech, par exemple, dans les cadres du choix d'un format. Et là, je viens à la question des formats. Les formats, du coup, ne sont pas une façon d'incarner une idée, et donc j'aime mon idée et puis je l'incarne dans un format ou dans un autre. Là, je parle évidemment de format dans un sens un peu technique, hein. Je renvoie à la belle thèse d'Antoine Fauché qui est là pour une réflexion un peu plus approfondie sur ce que ce mot format peut vouloir dire. Ici, je l'utilise vraiment dans son sens le plus technique, le plus banal. Donc, l'extension de votre fichier exprime un format, c'est-à-dire une structuration particulière des symboles, une structuration particulière des symboles qui composent un fichier. OK, bah, là, vous voyez, c'est l'hypothèse qui dérive hein, de la prime hypothèse générale, la matière pense, et donc les formats en tant que tels pensent, expriment une pensée, et encore une fois, je souligne, ils ne la conditionnent pas, ils sont la pensée. C'est-à-dire que c'est pas que je pense quelque chose et puis je l'incarne dans un format. La pensée est ce qui s'exprime à l'intérieur d'un format déterminé. Donc, il y a des choses qu'on ne peut pas penser dans certains formats. Il y a des choses qui sont pensées par d'autres formats. Pour le dire, pour une référence à Kittler peut être utile pour comprendre ce que je veux dire. Kittler disait les derniers gestes d'écriture a été celui des informaticiens et des informaticiennes qui ont créé l'architecture de la première carte Intel. Après quoi, bah, tous les restes dérivent de cette proto-écriture. Je ne suis pas complètement, je dis pas la même chose que Kittler parce que Kittler reste un peu dans un déterminisme technologique où la technologie est quelque chose d'identifiable en tant que tel. Ma perspective consiste à dire que la technologie aussi, elle n'est pas isolable et identifiable, essentialisable en tant que telle. Elle est plutôt, elle aussi, les résultats d'une série d'interactions ou interactions, pour citer Karen Barad, à laquelle je viendrai plus tard. Donc, les formats sont hein, des philosophies du texte et donc sont des possibilités de penser et des possibilités de non-penser. Alors, ça a une conséquence politique. On en parlait un peu ces matins dans la conférence d'ouverture de Prune Liotier que j'ai pu écouter. Ça a une conséquence politique majeure, à mon avis, c'est que aujourd'hui, fondamentalement, ce sont les GAFAM qui pensent et qui créent et pas vraiment un nous fantasmé qui, à mon avis, n'a pas beaucoup de place. Les GAFAM qui pensent, les GAFAM qui dictent les formats que nous utilisons, les GAFAM qui balisent l'ensemble des possibilités de pensée, les GAFAM qui finalement constituent la matière principale et peut-être unique du monde des idées d'aujourd'hui. Donc ça, c'est à mon avis le problème fondamental, en particulier un rapport au format, mais aussi si nous voulons par rapport à d'autres choses, format, protocole, mais aussi, par exemple, algorithmes. Et donc, dans ces cas, les large language models, dont les problèmes, à mon avis, ce n'est pas que ce sont des algorithmes qui savent mettre des mots l'un après l'autre et qui, en effet, le font mieux, probablement, ou de toute manière, de façon semblable à ce qu'on croyait faire avec une machine à écrire ou un stylo. De toute manière, avec un environnement technique, hein, l'écriture n'a jamais été non technique. Donc, c'est pas que les LLM sont un problème pour ça. On se sent menacé parce qu'on avait l'impression que quelque chose qui ne relevait pas de la technique maintenant peut en relever. En réalité, c'est pas ça le point. Le point est que bah, ces algorithmes-là
data n'appartiennent finalement qu'à une poignée très restreinte d'entreprises, dans les cas spécifiques de GPT et Gemini, pour faire les deux exemples les plus notables, à Microsoft et Google et d'autres sociétés qui sont liées. Donc le problème, à mon avis, n'est pas tellement ce que fait l'algorithme et ses capacités. Oui, OK, hein, il sait structurer, par exemple, un format structure la pensée possible dans une structuration d'un fichier. Selon moi, ça a le même impact sur qui est créateur, bah, plus le format que la personne qui croit écrire. Dans les cas de l'LM, c'est la même chose, mais le problème, du coup, ce n'est pas que, disons, la matière pense, mais plutôt qu'il y a une matière qui devient de plus en plus homogène. Alors, pour faire un peu le point un peu plus théorique sur ce que ça veut dire que la matière pense, je vais utiliser l'analyse que Karen Barad dans Meeting the Universe Halfway donne de ce qu'elle appelle la philosophie physique de Niels Bohr, et en particulier avec l'analyse théorique d'une expérience très connue qui est celle de la double fente, donc, que je vais vous rappeler rapidement. Et ce qui m'intéresse, évidemment, c'est la conclusion théorique de Karen Barad, très proche à celle de Niels Bohr. Alors, comme vous le savez, l'expérience a été imaginée par Thomas Young en 1801, donc ce n'est pas hier, pour savoir si la lumière était faite d'une série de ondes ou de particules. Alors, l'idée, c'est, bah, si c'est des particules, bah, vous allez avoir un pattern derrière. Donc, il y a deux trous, hein, comme vous le voyez dans l'image. Et puis, bah, si on tire des balles, par exemple, ou des pucks, et il y en a certaines qui passent par un trou, d'autres par un autre, et puis on va trouver une majeure quantité de signes, si on met un écran derrière, dans les deux points qui correspondent au trou, bah, aux fentes. En fait, si c'est une onde, ce qui va se passer, c'est qu'on va avoir un pattern d'interférence, comme vous le voyez ici. C'est ce que vous pouvez constater si vous faites, par exemple, vous lancez deux balles dans l'eau. Hein, OK, il y a cet effet-là. Donc, ce qu'on va voir, ce sont ces lignes caractéristiques du pattern d'interférence. Alors, on fait l'expérience. Donc, Niels Bohr imagine de faire l'expérience avec un photon au début de la physique quantique. Et il dit, bah, ou un électron, le résultat est le même. Et il dit, bon, OK, si on envoie, on essaye de savoir si un électron est une particule ou une onde, on utilise l'expérience imaginée par Jung, on envoie des électrons et on regarde les patterns que ça fait. Et en fait, ça fait des patterns d'interférence. Donc, on se dit, bah, OK, donc c'est bizarre parce qu'on a l'impression que l'électron est une particule, mais pourtant, ça fait un pattern d'interférence. Donc, peut-être c'est une onde. Bah, à ces moments-là, on commence à essayer de dire, bah, vous savez quoi, on les envoie un par un, les électrons. Comme ça, c'est sûr que c'est des quantités unitaires, hein, donc ça va faire forcément, ça va se comporter comme des particules. On les envoie un par un, même à distance très espacée, hein, dans le temps. On a fait des expériences. Bah, Niels Bohr ne faisait pas les expériences, il l'imaginait. Tout ça, c'était un Gedank experiment. Il ne pouvait pas réaliser l'expérience, ça a été réalisé dans les années 80 après. Et Bohr avait raison dans ce qu'il imaginait. Donc Bohr dit, si on lançait des électrons, on obtiendrait un pattern d'interférence. Si on les lance un par un, on obtient quand même un pattern d'interférence. On a presque l'impression que les électrons, du coup, passent des deux côtés, chaque électron des deux côtés en même temps. Comment c'est possible? C'est pas intuitif, c'est contre-intuitif. Alors, vous savez quoi, dit Bohr? On peut imaginer un dispositif, hein, qui serve pour observer de quel côté passe l'électron. On en envoie un par un, et puis on imagine que bah, une des deux fentes, hein, on peut comprendre si l'électron passe par l'une ou par l'autre. Et Bohr dit, si on fait ça, les patterns d'interférence vont disparaître. Alors, et si après, on efface ne serait-ce que la connaissance du fait par quelle fente est passé l'électron, bah là, les patterns d'interférence, il va revenir. Ça semble absurde. L'idée de Bohr est vérifiée par l'expérience 70 ans après que Bohr l'avait formulée. Quelle est la conclusion de Bohr? Alors, ça, c'est ce que dit Karen Barad. Donc, Bohr argued that if we were to perform a two-slit experiment with a witch path device, which can be used to determine which slit each electron goes through on its way to the detecting screen, c'est ce que je vous disais, we would find that the interference pattern is destroyed. That is, if a measurement is made
that identifies the electron as a particle, as is the case when we use a Witch path detector, then the result will be a particle pattern, not the wave pattern that results when the original unmodified two-slit apparatus is used. C'est-à-dire, nous avons une particule si les conditions, l'appareil technique utilisé pour l'observation est un appareil technique qui permet de penser les concepts des particules. Si l'appareil technique ne permet pas de penser les concepts de particules, alors là, l'idée, c'est qu'on doit décider si on mesure la position ou le mouvement de l'électron. Si on mesure l'un, on ne peut pas mesurer l'autre. Et donc, un dispositif d'observation est les concepts de particules et l'autre dispositif d'observation est les concepts d'ondes. C'est-à-dire que les concepts sont des arrangements physiques spécifiques. Les concepts sont matériels. Il n'y a pas de concept de particules ou d'ondes en dehors, et ça, évidemment, ça vaut ensuite pour n'importe quel concept. Et là, je vous fais par exemple l'exemple d'une footnote, d'une note à bas de page. Donc, sans arrangement physique. Bort's argument for the indeterminate nature of measurement interactions is based on his insight that concepts are defined by the circumstances required for their measurement. That is, theoretical concepts are not ideational in character. They are specific physical arrangements. La conclusion de Karen Barad, c'est que matter matters, la matière compte, ou comme je préfère le dire en français, la matière pense. Et là, vous voyez, les formats pensent de la même manière, c'est-à-dire que comme pour l'électron, il ne peut être une particule que si le concept de particule est implémenté dans un dispositif physique d'observation, de la même manière, dans nos écritures, on ne peut pas penser, par exemple, une note à bas de page s'il n'y a pas un dispositif technique qui permet l'existence d'une note à bas de page. Alors, je vais aller vite parce que là, je suis déjà un peu en retard. Je ne sais pas à quelle heure on a commencé, peut-être avec quelques minutes de retard, mais je vais essayer d'éclore d'ici 3 minutes. Donc, environ 4 minutes, Marcel. 4 minutes, merci François. Donc, s'il n'y a pas le concept de note à bas de page, en fait, dans les formats, en fait, on ne peut pas penser une note à bas de page. Alors, le grand problème, juste pour faire l'exemple, un des exemples qui me tient à cœur, c'est ce format horrible qui désormais a formaté justement une grande partie de la pensée produite à partir des années 90 jusqu'à aujourd'hui, le format doc d'abord, docx après. En fait, c'est un format qui pense le texte d'une certaine manière et qui donne des possibilités des choses à penser, d'autres possibilités des choses qu'on ne peut pas penser. C'est pas seulement qu'il influence ce qu'on peut écrire, il détermine l'écriture complètement. Je ne vais pas rentrer dans les démonstrations ici parce que je n'ai pas assez de temps dans cet exposé, mais je pourrais revenir s'il y a des questions. Alors, pour faire un exemple sur lequel on est en train de réfléchir un peu ces jours-ci, imaginez l'idée de déplacer un paragraphe. Ce qui est possible, pourquoi? Parce que nous sommes habitués sur papier à déplacer des paragraphes. On fait un tour autour d'un paragraphe, donc c'est un dispositif technique toujours. On met une flèche et on dit, ces paragraphes-là, je le déplace 2 paragraphes plus à haut. Alors, tout simplement, cette idée-là n'est implémentée dans aucun format textuel existant. Donc, en fait, dans nos formats textuels, nous pouvons effacer un paragraphe et le réécrire en pareil ailleurs, mais pas les déplacer. Ce n'est pas implémenté dans les protocoles, par exemple, des versionnements, ni dans les formats. Donc, ça veut dire que cette chose-là, de déplacer quelque chose, de déplacer un paragraphe qui était pourtant courant dans notre expérience d'écriture sur papier, mais même des machines à écrire, où on découpait un bout puis on les collait plus haut, en fait, cette expérience de penser n'est plus possible aujourd'hui parce que nous l'avons implémenté dans aucun format. Bon, cette glue Microsoft qui circule pas mal nous oblige à formater l'ensemble de la pensée avec une idée qui est basée sur l'idée de la bureautique, la raison pour laquelle Word a été conçu. Et donc, fondamentalement, l'ensemble de nos textes deviennent des textes bureautiques, structurés comme un texte bureautique et peut-être en particulier comme des textes qui servent pour le fonctionnement de petites entreprises. C'est ça qui
qu'a fait Word. Évidemment, bah, on pourrait approfondir l'analyse et ça a été fait. Hein. Mathieu Kirschenbaum, par exemple, l'a un peu fait et d'autres personnes. Julien Déhu a fait une thèse très intéressante si vous êtes intéressé à une analyse un peu plus approfondie sur la question. Mais cette analyse-là vaut pour DocX, mais vaut aussi pour tous les formats hein, et tous les protocoles dans lesquels nous évoluons aujourd'hui. Bah, typiquement, si on prend des applications mobiles, si on prend le format HTML avec évidemment des enjeux complètement différents, hein, et d'ailleurs avec une ouverture et un éloignement des GAFAM qui est peut-être plus intéressant, même si désormais HTML est plus ou moins dans les mains de Google. Mais bon, en tout cas, ce qu'on devrait faire, c'est faire une analyse approfondie de ces formats pour comprendre ce qu'ils pensent et aussi essayer de penser nos textes, hein, de penser nos textes dans leur matérialité. Je vous fais un exemple ici dans l'image pour clore. Bah, heureusement, il y a des personnes et des groupes qui travaillent à ça et sans doute LQM a pas mal contribué à la réflexion sur ces enjeux-là en essayant de penser comment pense la technique, justement. Et donc, dans cette ligne-là, je me permets de vous citer les travaux de Robert Alessi avec son paquet LaTeX Ecdosis, dans lesquels il modélise ce qui n'a jamais été fait en dehors de ça, que je sache. Il modélise quoi? Bah, il modélise l'épistémologie du texte du typique du lecteur savant devant une édition critique et en particulier devant une édition critique des textes classiques. Donc là, vous voyez un peu les exemples. Ben, en fait, ce qu'il fait, c'est qu'il essaye de penser le texte comme cet artefact tel qu'il est perçu par les lecteurs ou la lectrice au moment où elle ont devant hein, le texte critique. Hein, qui est donc qui a une certaine linéarité. Les yeux bougent toujours de façon plus ou moins bah, séquentielle, mais qui passe d'un mot à la variante du mot, au commentaire du mot, à l'appareil critique, à l'appareil de déclaration du stemma, etc., etc. Et tout ça est implémenté dans un format tech et dans un algorithme et un protocole qui permettent de modéliser cette idée-là et puis de ces ensembles d'idées complexes hein, et de les rendre dans un format. Donc, dans Ecdosis, en effet, il devient possible de penser l'édition critique de façon assez proche hein, à la tradition de l'imprimé telle qu'elle s'était stabilisée à partir du 16e siècle, on va dire. Donc voilà, je crois qu'aujourd'hui, notre travail devrait être de plus en plus celui d'essayer de comprendre ce que pense la matière et en particulier dans le cadre de l'écriture, vu que nous avons affaire avec des textes, ce que pensent les formats et que peut-être cette question-là est plus urgente que celle d'essayer de comprendre quelle est la place de l'humain à l'époque des Large Language Models. Merci.